Bienvenue dans Voix d'ailleurs, le podcast qui ouvre la voie vers d'autres mondes. Ici, nous explorons les récits de personnes ordinaires ayant vécu des expériences extraordinaires. Des rencontres avec l'au-delà, des visions inexpliquées, des manifestations spectrales, des expériences hors normes. Chaque épisode vous invite à écouter les voix de ceux qui ont traversé les frontières du connu. Je suis Faustine et je vous accompagnerai à travers ces histoires où le mystère et l'invisible se rencontrent. Préparez-vous à découvrir des récits qui défient la logique et ouvrent la voie d'un ailleurs. Certains naissent avec une sensibilité que le monde peine à comprendre. Voir ce que les autres ne voient pas, ressentir l'invisible, les énergies, capter les murmures d'âmes égarées. Valérie est de ceux-là. Médium de naissance, elle a grandi avec un don aussi puissant qu'incompréhensible. Aujourd'hui, elle accompagne ceux qui cherchent des réponses grâce à ses visions et ses guidances. Dans cet épisode, elle nous partage son parcours et sa vision du monde. Nous parlerons de contact avec les défunts, de réincarnation, de flammes jumelles. Autant de sujets fascinants qui ouvrent la porte sur l'inexplicable. Préparez-vous à un voyage au-delà du visible. Bienvenue dans Voix d'ailleurs. Je suis médium de naissance, de par ma mère en fait, c'est parti de là au tout départ, parce que ma mère l'était sans vraiment le savoir, c'est ça qui est extraordinaire. Mais par contre, il y a une phrase qui la résume bien, c'est qu'elle disait toujours « je te l'avais dit ». Donc ça a été toute mon enfance en fait avec elle, je te l'avais dit, puis quand elle disait à mes frères et sœurs, etc. Dans ma famille, c'est dans la lignée surtout maternelle, le don de voyance, et pour les hommes, c'est le don de magnétisme et de rebouteux. Parce que comme je suis d'origine normande, du coup on dit rebouteux là-bas. Alors quand j'étais gosse, moi comment c'est venu au départ, c'est juste j'entendais des voix, qui m'appelaient surtout. Mais à savoir que j'ai une de mes sœurs qui est décédée avant que je naisse, donc avec 15 ans, je suis née un an et demi après elle à peu près. Ma mère donc elle a perdu ma sœur, donc du coup elle a su qu'elle était enceinte de moi à 7 mois de grossesse. Mais pas par un médecin ou quoi, c'est par la médium voyante qu'elle allait voir. Je suis tombée dans le chaudron, mais vraiment directement quoi. Et donc ça, tout ça, c'est ma mère qui me l'a raconté, hein, parce qu'évidemment, de là après, ma sœur, en fait, je l'ai toujours connue sans l'avoir connue, en fait, parce que pour moi, elle est toujours présente, même là, elle est toujours avec moi, elle a toujours été là. Et de temps en temps, j'entendais une voix de femme comme ça qui m'appelait par mon prénom, un petit peu comme dans les films, en fait. Hein. Les films, en fait, ils sont très réalistes. Et du coup, c'est parti comme ça, j'entendais des voix au départ. Après, je commençais à voir des choses un petit peu... Pas vraiment les défunts, mais surtout des petites ombres, je me sentais observée, enfin je sentais qu'il y avait j'étais pas toute seule quoi en fait. Et puis comme ma mère disait toujours des choses et qui se révélaient vraies derrière, donc c'était naturel et normal de vivre des choses enfin pour moi c'était normal du coup. Je pensais que tout le monde était médium en fait. Quand je me suis posé la question vraiment, c'est en début de l'adolescence, vers 11-12 ans avec les copines, je commençais à parler, à dire est-ce qu'il t'arrive ça, est-ce que t'as ça, machin Puis là, je me suis rendu compte qu'il y a des choses qui sont pas logiques, en fait. Après, ça a commencé vraiment à 12-13 ans que j'ai commencé à m'intéresser au sujet plus précisément. Dans le sens où j'ai commencé à prendre des bouquins, à lire un petit peu bibliothèque, etc. voir comment je pouvais comprendre les choses, quoi. Et puis avec ma mère, on regardait Enfin, ma mère m'a élevée à partir de mes 11 ans à peu près toute seule, donc du coup on regardait Mystère, l'émission, la fameuse émission, et ça c'est... Voilà, parce que ma mère elle est décédée il y a 21 ans maintenant, donc mais pareil, elle me suit. Donc du coup à l'époque on regardait Mystère, et c'est de là que je suis partie voir la tombe d'Alan Kardec au Père-Lachaise. J'avais 14 ans je pense, un truc comme ça. Alors Alan Kardec, en fait, c'est celui qui a, entre guillemets, mis à jour officiellement le spiritisme. Voilà. Vraiment globalisé. Et du coup, de par ses expériences, il a écrit le livre des médiums, en l'occurrence, qui est celui le plus connu, si c'est pas le plus... Enfin,
la Bible en fait des médiums, j'ai envie de dire, où il explique toute la médiumnité. Et du coup sur sa tombe, il se dit que quand on y va, on peut sentir ses énergies, sa présence. Et donc le magnétisme qu'il a aussi dans son buste il est fait en métal. C'est puissant en fait, sa tombe elle est vraiment puissante. D'autres tombes sont puissantes, mais lui en particulier c'est vrai que c'est impressionnant. Donc quand j'avais 14 ans, il fallait absolument que j'y aille, parce que c'était une attirance, c'est des énergies justement. Ils font que c'était le début de mon chemin de médium en fait, que je ne savais pas. Sûrement par la force des choses, mais... Parce que suite à ça, vu que je me suis intéressée à ça, du coup, ça a ouvert justement mon esprit et puis mes énergies. Donc l'univers a fait que ça m'a apporté encore plus de réponses à des questions que je ne me posais pas. C'est toujours le cas. Hein. Je ne me pose pas de questions, j'ai les réponses. Donc ça, c'est magnifique. Et du coup, suite à cette période-là, en fait, mes dons ont commencé à s'ouvrir plus... Pas violemment encore, parce que quand ils se sont complètement ouverts, c'était violent, mais là, c'était encore assez subjectif, en fait. Ça restait un petit peu... Je voyais un peu plus. Je voyais plus surtout le bas astral, en fait, tout ce qui est sombre, parce que j'étais pas bien, moi. Enfin, j'ai une période difficile, donc comme j'étais pas bien, j'étais dans un taux vibratoire très très bas. J'étais dans une situation compliquée, donc tout était très très bas, en fait. Du coup, j'attirais à moi tout ce qui était négatif... Donc plus les esprits malsains que les anges et compagnie. Il y a plus d'ombres en fait, passer dans la maison surtout, comme dans Ghost en fait, dans le film où on voit les ombres, on voit des petites ombres courir un peu. Moi je me dis je deviens folle complètement. Et en fait non, c'est une question de taux vibratoire en fait. C'est même pas une question de bien ou de mal, c'est la même puissance, mais en version négative ou positive. Enfin, ça rejoint bien mal, mais il n'y a pas plus d'un côté, on n'est pas plus dans le bien que des fois quand on dit on est positif, comme ça on est dans le bien, dans le bien, dans le bien. Si on est trop dans le bien, c'est pas positif au final. Hein. Tout ce qui est trop n'est pas bon hein, en fait. Hein. Donc c'est l'équilibre hein, qu'il faut trouver entre son ombre et sa lumière justement. Donc le truc c'est d'augmenter son taux vibratoire. C'est pas toujours facile parce que c'est une vraie volonté au départ de s'en sortir. C'est pour ça quand on dit qu'on peut pas aider quelqu'un qui veut pas s'aider lui-même, s'il l'a pas en lui, il restera là où il est en fait. Hein. Ça c'est clair. Je suis arrivée devant une maison où je devais rentrer pour faire les fêtes de fin d'année quoi. J'étais invitée. J'ai pas pu rentrer. C'est comme si qu'à la porte il y avait un mur transparent qui fait tu ne passeras pas. Et c'est comme un mur, hein. Ça m'a arrêté net. Je comprenais rien et j'avais les nausées, il y avait tout qui me repoussait, mais d'une force, c'était un truc de fou. Et en fait, c'est qu'il y avait une mamie qui était décédée dans cette maison. Vers 16 ans, je crois. C'est vraiment ça, la première expérience concrète qui m'a permis de comprendre mes dons et de me dire je ressens les choses. Du coup, on était parti faire une balade en forêt. Et plus on avançait, alors moi, ça allait hein, sur le début. Puis plus on avançait, plus je me sentais angoissée, je me sentais oppressée, je me sentais pas bien, j'avais les frissons, quoi, qui faisait bon, on était en été. Mais plus ça allait, plus c'est comme si que le temps tout se couvrait en fait. Avec cette sensation un peu bizarre d'entre deux. C'était un peu... alors qu'il faisait super beau, mais moi dans mon ressenti c'était vraiment ça. Et plus on avançait, plus j'avais le chagrin qui me prenait, je commençais à pleurer, mais des trucs physiques que je comprenais absolument pas. Je vis les choses et je me dis, c'est quoi parce que je comprends... j'ai personne pour me guider, puis je comprends pas en fait. Puis à l'époque il y avait pas internet, il y avait pas tout ça. C'est là que j'ai appris à me faire confiance en fait. Là la réponse je l'ai eue quelques mètres après parce que je trébuchais sur un petit morceau de fer en fait, mais machinalement je l'ai pris. Alors pourquoi ? Voilà. Donc je l'ai pris, et quand je l'ai pris, j'ai eu plein de flashs. C'est comme dans les films pareil, hein. C'est vraiment très explicite les films, hein. Pour moi ça part d'une réalité. Hein. Parce que au moment où j'ai pris l'objet, ça m'a emmené dans la période où ça s'est passé. C'est un crash d'avion en fait. Que moi je n'étais pas au courant. Et du moment que j'ai pris le morceau, après je l'ai relâché, mais j'ai la sensation qu'il y avait des morts partout. Je disais à mon ami qui était avec moi, je lui disais, je vois des morts dans les arbres, en fait, pour moi, dans les arbres, il y a plein de morts. De partout. Et je comprenais pas, et puis ça me prenait, puis moi je les voyais certains déchiquetés, machin, très, très joyeux le truc, hein, clairement. Hein. Donc, et puis après on arrivait, c'était
le mémorial en fait. Au bout du chemin, il y avait le mémorial pour ce crash. Il y avait 272 personnes de mémoire. Et donc, il y avait encore des petits morceaux d'avion de partout, quoi. Bah, c'était vraiment la preuve marquante qui a fait que je peux sentir, je peux comprendre. Bah, après, ça s'est calmé pendant 2 ans, à peu près. Donc, j'avais quand même ressenti tout ça, mais j'ai un peu bloqué, on va dire, avec la peur que ça m'a foutu. Par force des choses, quand on voit les morts, etc. Enfin, là, c'était concret pour moi, je les voyais, quoi. Donc, puis de savoir que c'était vraiment ça. Et du coup, j'ai bloqué ça, on va dire, ouais, pendant 2 ans. Après, à 18 ans, bon, je me suis retrouvée à la rue. Très, très, très dure période, qui a été un élément déclencheur, en fait, de tout le reste. En fait, depuis ça a vraiment été le clash qui m'a ouvert les dents derrière. Et du coup, pendant une grosse période de ma vie, j'ai vécu toute la tartine noire, hein, mais ça fait partie en fait, tous ceux qui sont dans la spiritualité à mon niveau, c'est vraiment des vieilles âmes, donc du coup, on a ce côté où on comprend les choses très rapidement. Comme j'ai eu aussi ma soeur décédée avant, du coup, j'ai pris aussi le chagrin de ma mère, en fait. Qu'on me dit souvent, t'as une tristesse dans les yeux. Parce que l'âme, elle s'imprègne. Et ça arrive aussi entre âmes qui se croisent par rapport à d'autres vies. Il y a cette imprégnation-là qui fait qu'on ne peut pas le défaire, quoi. Suite à cette difficile période, c'est là où... En fait, j'ai tout perdu, grosso modo. Et de là, j'ai commencé à me reconstruire. Et en me reconstruisant, c'est là où tout a explosé, en fait. Là, c'est vers la vingtaine, quoi, du coup, 18-20 ans, ouais, c'est à peu près par là que mes dons ont explosé, littéralement. On avait une baignoire ronde. Bon, là, pour le coup, je ne prendrai plus jamais de ma vie des baignoires rondes, parce que pour moi, dans la baignoire ronde, alors pourquoi, je ne sais pas, j'ai jamais su. Vu que c'était dans des champs, on vivait dans une maison qui était un peu dans les champs, etc., en Corrèze, donc assez... Mais est-ce qu'il y a eu un champ de bataille à ce moment-là, ou quelque chose? Peut-être, certainement. Dans un charnier, enfin, en tout cas, il y avait un truc dans ce sens de mort, là, j'ai pas cherché. Hein. Mais parce que moi, dans la baignoire, je voyais un tas d'hommes à moitié découpés, moitié pourris, enfin, heureusement, j'avais pas l'odorat. Mais c'est traumatisant, quoi. C'est vraiment traumatisant. En fait, t'es en train de... t'es chez toi, normal, et tu rentres dans ta salle de bain, et tu vois un tas comme ça de corps... posé là, quoi. En fait, comme t'as un taux vibratoire qui est bas, là je peux l'atteindre si tu veux le bas astral, parce que je peux y aller si je veux y aller. Mais eux, ils peuvent pas venir à moi, en fait. C'est ça la différence, parce que mon taux est trop haut. Par contre, comme à l'époque il était très très bas, là c'était grand ouvert, venez quoi, hein. C'était vraiment ça. Hein, donc, puis on a eu je vivais avec le père de ma grande du coup à ce moment-là, et on a vécu aussi des expériences. Le robinet d'eau qui s'ouvre tout seul, et il se ferme, on était deux, donc clairement on a senti la même chose. Et c'est parti d'un gros clash sur la table, on a entendu, tu sais on avait laissé les couverts, les assiettes sur la table. Et on entend comme si il y a eu un gros coup de pied sous la table et que ça a soulevé les couverts. Mais vraiment, c'est vraiment cette sensation. Donc on se dit, on va descendre voir s'il n'y a pas quelqu'un qui est rentré ou je sais pas. Et puis en fait, non, il n'y avait absolument personne. Mais le robinet d'eau était... Enfin, il coulait sans être ouvert en fait. On a voulu le fermer, il était fermé. Et l'eau s'est arrêtée net dès qu'on a touché. Et justement avec lui, donc le père de ma fille, ma grande, on s'est garé dans 2 ornières. Donc vraiment, la voiture, absolument, elle ne pouvait pas bouger, c'est pas possible. Parce que là, c'était un terrain plat, il y avait 2 ornières, on était bien garés dedans, 205, ça je me rappelle ça c'est très très bien gravé dans ma mémoire. Et en fait, on s'embrasse, et là, on sent que la voiture, elle se bouscule comme ça de chaque côté, de droite à gauche. Et en même temps qu'elle se bouscule, mais j'en ai encore là, j'ai vraiment la grosse chair de poule. En même temps qu'elle se remue comme ça, comme s'il y a 4 personnes en fait de chaque côté qui sont en train de la remuer au niveau du toit. Mais vraiment, on se sent bousculé, mais on se bouscule hein, comme ça. Et on se sent en même temps, on sent que ça recule en fait. Elle est sortie des ornières, elle a reculé d'1 mètre. Donc moi, j'ai ouvert la portière, je me suis taillée direct. Ça c'est clair, j'en ai encore le gros chair de poule même tellement. Et du coup, et en me retournant, j'ai vu que la voiture était reculée en fait. À cette même période, il y avait l'ami là, que je te parle, chez qui on était, qui avait une petite... il avait trouvé un petit pistolet dans les combles. Donc je l'ai attrapé, parce qu'il me met, donc je le prends machinalement, c'est réflexe. Et là,
Je suis partie vision directe, année 1920 à peu près. J'ai vu une femme, vraiment en 1920 quoi, donc vraiment la femme. Et en fait c'était, bon du coup ma vision c'était ce pistolet-là appartenait à une femme justement, c'était vraiment un petit pistolet qu'elle mettait souvent sous leur robe pour se protéger en fait à cette époque-là. Et du coup on avait été demander à un pote qui était passionné d'armes, et du coup il nous avait expliqué que c'était ça en fait. Donc ça a confirmé. Quand j'ai pris l'arme, j'ai eu la vision et j'ai parlé avec un automatisme, j'ai tout sorti blablabla comme ça directement, les infos qui m'étaient venues, la vision, tout, j'ai tout sorti comme ça alors qu'on m'a rien demandé. J'ai dit des choses comme ça sans contrôler, même sans en avoir conscience en fait. C'est quelques mois avant que je sois enceinte, et que ma mère parte justement. Et on avait été voir cette fameuse médium parce qu'à l'époque je disais toujours à ma mère que quand j'aurai 18 ans je passerai le permis et je l'emmènerai voir Mathilde en fait. Mathilde c'est la médium de toute mon enfance, de toute ma vie jusqu'à temps que ma mère parte. Donc j'ai quand même tenu promesse, je l'ai emmenée une fois voir Mathilde. Sauf que des fois entre médiums on se supporte pas, c'est une question d'énergie, enfin voilà, c'est inexplicable, hein, c'est comme ça. Donc moi j'arrive, elle m'ignore. En soi, ça me gêne pas, je l'aimais pas trop non plus. Ce jour-là, Mathilde justement me met la main sur l'épaule quand on est parti, elle me fait la bise et elle me dit au revoir ma fille. Et là, si tu veux, consciemment, niette, je ne veux pas comprendre. Mais mon âme a compris en fait. Ça c'est clair qu'elle n'a pas voulu le dire, ça s'est fait complètement naturellement. Elle m'a passé le message sans que moi je demande quoi que ce soit en fait, et elle m'a annoncé le décès de ma mère. Mais elle m'a annoncé le décès de ma mère d'une manière qui est, je suis encore émue, je pense que je serai toujours, un peu exceptionnelle parce que quelques mois après, quand elle est partie, j'ai quitté ma mère sans lui dire au revoir physiquement. On s'est fâché, je suis partie. Mais j'ai compris. Tu vois, au revoir ma fille en plus, mais ça a été tellement... Du coup, j'ai appris que des fois on peut dire des choses malgré soi sans qu'on le veuille, parce qu'elle me l'a dit vraiment, mais naturellement quoi. Quand ma mère est décédée, là, mon monde s'est écroulé. J'avais 25 ans du coup. Ça été l'élément déclencheur de beaucoup de choses parce que c'était encore une fois un choc émotionnel. Je travaille beaucoup l'émotionnel dans mes voyances. Et justement, en fait, j'ai un problème de thyroïde qui a fait qu'à l'époque, que je ne savais pas, j'ai fait beaucoup de fausses couches. Mais là, le fait, ce choc-là émotionnel, pour moi, c'est... du coup, je tombe enceinte, voilà, d'une facilité. J'ai senti ma fille. Donc concrètement, physiquement, les cellules, elles étaient à peine en train de se toucher, pour dire. Donc physiquement, il y avait en soi rien. Et j'avais des vertiges. Je n'ai pu tenir. Là, c'est il y a quelques années de ça que j'ai compris que c'est ma fille, en fait, que je sentais dans mon énergie. Autour de mon corps, en fait. Son âme était déjà là, en train de tournoyer, et attendait que ça se concrétise pour venir s'installer. Chose que je ne savais pas. Après, j'en ai eu d'autres vertiges comme ça, où je me suis dit, il y a un défunt qui est par là, parce que dès qu'il y a une énergie en fait qui rentre dans mon énergie à moi, ça peut me mettre des nausées, c'est un peu comme dans les manèges, quoi. Ça me fait un peu la même sensation. Et puis quand c'est ma mère, je sens une présence différente et ça m'entoure. Ou de mes anges aussi. Qui me disent t'es sur le bon chemin, des câlins énergétiques, on a les frissons, puis on sent cette émotion qui monte à avoir les larmes aux yeux même des fois. Ça m'est arrivé des millions de fois maintenant. Et du coup, ça c'est pareil. C'est comme si qu'il y a un ange qui est derrière nous, qui nous prend, qui nous entoure de ses bras, qu'on sent son énergie, c'est la même chose. Donc pour la naissance, du coup, 9 mois et 1 jour après, le 9, toujours le 9, quand j'ai connu le père, j'avais un gros 9 sur moi, justement. Mes parents, ils avaient une maison, il y avait 9 pièces. Donc il y avait 9 messages de ma mère. Mes filles sont nées le 0207 et 0702, date inversée. Les 7 et 2, ça fait 9. Plein de trucs comme ça qui, avec le 9, c'est là 2025 le 9. Et du coup, une fois que ma petite est née, les dons se sont un peu calmés parce que j'étais concentrée sur elle puis sur mon deuil du coup, qui était très compliqué. Et du coup, avec lui, on est resté 7 ans. Mais pendant ces 7 années-là, il a eu un accident de voiture. Pendant son accident, quand je suis arrivée à l'hôpital, il m'a demandé comment allait le petit garçon. Moi, j'ai dit, il n'y a pas de petit garçon. Donc là, j'ai compris que lui, il est passé... En fait, c'est le détail qui me confirme qu'il est passé de l'autre côté. C'est lui qui me le dit.
Parce que avant cet accident et après cet accident, c'est plus le même homme. Il faut savoir que dans un choc émotionnel, on peut avoir son âme qui se décale de son corps. Ce changement était tellement radical, je me suis dit, c'est pas possible, il y a quelque chose. Et comme j'étais beaucoup plus dans la spiritualité, que je cherchais des réponses, etc. Et du coup, j'ai pu comprendre ça, en fait, qu'une âme peut se décaler aussi dans un accident. Parce que au niveau du corps, ça l'extirpe aussi. Même si son âme est revenue, on peut être double dedans. Parce qu'il y a aussi le parcours des flammes jumelles. En fait, c'est une âme qui est scindée en deux. Et moi, j'ai rencontré la mienne en 2016. J'ai jamais vu ça. En 2016, du coup, une intuition, encore une fois, elle prête à rire. Parce que 3h30 du matin, chez une pote en train de discuter, normal, d'un coup comme ça, je lui dis, il faut que j'aille en boîte. Et je suis partie telle que j'étais habillée. Il fallait que j'aille. C'était... Instantanément, c'était un appel, c'était je ne sais quoi, comme si justement une copine m'appelle, me dit viens quoi, c'est pareil. Mais là c'était d'un coup, en plus on était posés tout à discuter tranquillement. À peine arrivé sur la... Du coup tant qu'à y aller, je vais danser, logique. Et là je le vois et le regard a fait que c'est pas un coup de foudre. Il y a un raccrochage comme ça d'âme à âme qui se fait, qui fait que le monde n'existe plus d'un coup, mais comme un coup de foudre, mais il n'y a pas les paillettes. Comme si qu'on revoit quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis 10 ans, 15 ans, et qu'on n'y croit pas. On se dit c'est pas possible, il peut pas être là, quoi. Parce que j'ai eu une vision, alors je remonte, quand j'étais avec le père de ma grande, alors je sais plus quelle année, on était parti fumer une clope, je le touche, donc pour dire que c'est vraiment un instant banal, complètement... Je le touche machinalement sur le bras et j'ai la vision, comme ça, de me voir, moi avec une étole blanche, avec une robe de cocktail, précisément. J'avais les épaules dénudées, etc. Et une étole blanche sur moi. Je le vois, sans le voir en fait, je vois pas la tête, je vois juste le corps, et je vois un bracelet autour de son poignet gauche. Alors c'est précis, hein. Là, on avait la quarantaine, et pour moi on était invités à un mariage peut-être de notre fille, ou peu importe, en tout cas on était, pour moi, dans mon sens, invités à un mariage. De là, donc je le rencontre en boîte, ça accroche. Il me dit tu as trouvé ta flamme. Donc d'où le clin d'œil aux flammes jumelles, que je ne connaissais absolument pas du tout. Et l'histoire est partie banalement comme ça, d'un jour à l'autre, sans vouloir être ensemble, et finalement on a commencé une histoire qui a duré 3 ans. Et on a fini par se marier sur un coup de folie. Et là, c'est pareil, c'est des synchronicités de fou. On devait se marier au mois de juin, donc lui, entre-temps, il est rentré à l'armée, à l'Arsenal de Toulon. Finalement, on s'est retrouvés à 4, nous les mariés, plus nos témoins. En fait, il y a une photo de nous, on se tient la main. Il y a le bracelet à sa main gauche, et moi, j'ai l'étole sur mes épaules. Comme dans ma vision, en fait. Mais moi, sur le moment, je suis loin de cette vision. C'est ma meilleure amie, quand elle a vu la photo, elle dit « Tu te rappelles pas ta vision ?» Alors, la paralysie du sommeil. Je pense que c'est l'expérience la plus difficile que j'ai vécue en niveau invisible. Je dormais bien même d'ailleurs. Je me suis réveillée, immobilisée par la force des choses, mais surtout en train d'étouffer. Comme si je me noyais, mais dans l'air. Impossible de respirer. Et là, la panique, c'est rien d'en parler, ah là, je me suis vue mourir. Tu dors, tu te réveilles, parce que tu ne respires plus. Que tout est bloqué, mais je ne pouvais absolument pas respirer. Là, je me suis dit, je suis en train de crever, quoi, vraiment. Mais là, il y a tout qui défile, enfin, vraiment, là, je m'y voyais partir. J'étais pas dans une période spécialement négative, ça allait à peu près, il n'y avait pas de... Mais c'est vrai que c'est une période où j'avais pas mal de choses qui se passaient chez moi, par contre. Plus concrètement, en fait, les fantômes, tu sais, qui bougent des choses, machin, ça, c'était la même période. Et donc là, du coup, je me réveille dans un corps immobilisé, dans le noir, parce que je dormais dans le noir, donc en plus, visuellement, j'ai au moins pu ouvrir les yeux. Sans pouvoir respirer, je cherchais de l'air, j'étais en panique totale à l'intérieur de moi, sans bouger, sans respirer, double panique. En plus dans le noir, sans rien voir, donc triple panique, j'ai envie de dire. Je pense que c'est la panique la plus forte de ma vie que j'ai pu ressentir.
C'était une panique, mais hors de moi pour le coup, parce que incontrôlable, mais complètement... Et dans tout ça, je sens au pied de mon lit un espèce de démon. Je le vois un peu immense, un peu 2-3 mètres, mais courbé, tu sais, vraiment avec... je vais pas dire qu'il avait des cornes, mais vraiment quelque chose de très courbé. Mais dans son énergie, il faisait 2-3 mètres. Mais par contre, visuellement, il faisait peut-être 1m80, tu vois. C'était très très courbé, quoi, très replié. Et en même temps, je le sentais me tenir la gorge, avec des espèces de bras longs, immenses. C'est un peu comme s'il peut se déplier, en fait. Donc, et du coup, c'est lui qui me... Sans non plus me serrer... Enfin, il me serrait plus la gorge et la poitrine, comme si qui tenait mes poumons et mon cœur dans sa main, quoi, en fait. Comme une immense main qui m'entoure le corps, le haut du corps, quoi. Et que la gorge en même temps, enfin, c'est vraiment une grosse, énorme main comme ça qui... Enfin, main. Façon de parler. qui m'enserre comme ça et il voulait ma vie, hein, clairement, je veux dire, pour moi, c'est une évidence. Hein. Et du coup, ça remet en question, est-ce qu'il y a peut-être des crises cardiaques qui sont pas un peu, tu vois, par la peur, justement, de ces choses-là? Parce que moi, j'ai eu la force mentale de résister, mais la panique que j'ai eue, jamais de ma vie, je l'ai eu, même dans un accident. Enfin, j'en ai évité plein, clairement, mais j'ai jamais eu cette panique-là par là. Au fond de tout ça, j'ai lâché prise, justement. Je me suis dit, il veut qu'il me prenne, quoi. De toute façon, tu peux faire quoi? Rien. Tu peux rien faire. Tu peux pas bouger. Tu peux pas... La seule chose qui te reste, c'est la pensée. Et bah, à ce moment-là, quand j'ai lâché... J'en ai encore j'en aurais eu la chair de poule aujourd'hui. Toute cette panique a pris le dessus, que j'ai compris qu'est-ce qui se passait, etc. Je me suis... face à la mort, quoi, clairement. Même si c'est un démon, mais... prends-moi si tu veux me prendre. Ça, c'est le mental. Mais mon âme à ce moment-là. Et là, je l'ai entendu, mon âme. C'est la seule fois, hein, d'ailleurs. Clairement. Mon âme, elle a crié Jésus. Pas ma tête. J'ai bien senti que ça venait de ma poitrine, justement, des profondeurs de ma poitrine. Et pas du tout de ma tête. Ça venait de là. Le cri venait de là. C'est vraiment un cri... Je peux même pas expliquer. C'est pas vraiment une voix. C'est comme une parole, un ressenti d'une parole, en fait. Que tu n'entends pas, mais tu l'entends. C'est un peu complexe, tu vois. Et du coup, j'ai vraiment senti mon âme crier Jésus, mais un appel à Jésus sans parler de religion. Je ne parle pas de la religion. Vraiment, la personne, l'homme, quoi. Jésus, en tant qu'homme. Je l'ai appelé, il est parti direct. Instantanément, il est parti. Bien plus tard, je me suis vue. Donc c'est pas un rêve, c'est pas... Je dormais, donc, mais c'est pas un rêve. J'ai pas cette sensation de rêve en fait. Mais je me suis vue dans une grotte magnifique. Il y avait une lumière, mais alors... je n'étais pas en train de décéder, hein, je parle pas de la lumière, elle était vraiment extraordinaire. Et il y avait Jésus là, et on était une quinzaine de personnes, tous habillés en blanc, hein, vraiment d'une pureté exceptionnelle, et on était tous ses disciples. Vraiment disciples, et il nous parlait, mais je comprenais rien, hein, vraiment, mais... Je comprenais, pareil que, voilà, j'entends sans entendre et je comprends sans comprendre en fait. C'est vraiment... Et il m'a donné énormément et je suis repartie. Et j'ai pas l'explication à ça, peut-être qu'un jour, hein, voilà. Et c'est vrai que dans mes façons de parler, je pense souvent l'exemple de Jésus avec son chemin de croix, etc. Parce qu'il passe par son ombre pour trouver sa lumière, justement. Et là, mon ouverture d'esprit, ça a été... c'est explosé en version positive en fait. Et c'est là que j'ai compris que chaque âme a son propre chemin et qu'on peut pas contrôler en fait. Même si c'est nos propres enfants, déjà nos enfants nous appartiennent pas, ça c'était la révélation de ma vie pour le coup, parce que ma fille, ma grande, en étant née après le décès de ma mère, pour moi c'était tout quoi. C'est grâce à elle que j'ai survécu à tout ça déjà au départ. Et que c'est ma petite qui continue le flambeau en fait. Qui m'ont appris toutes les deux énormément de choses sur les schémas répétitifs, les liens transgénérationnels, tout ce qu'on peut travailler pour éviter de laisser passer à ses enfants. En fait, c'est que des fois, on n'a pas le droit d'avoir accès à des informations parce que ça peut perturber ton chemin en fait. Donc tu sais les choses au moment où tu dois les savoir. Les moutons noirs de toutes les familles, ces moutons noirs-là, faut pas croire que justement c'est des personnes négatives, c'est celles qui viennent brûler tout ce qu'il faut brûler comme les sorcières. Voilà, à l'époque, hein, là c'est dans
c'est dans tout ce qui est négatif de la lignée familiale, elles sont là, ces âmes-là, pour nettoyer, ouais. Après que mes petites soient nées, j'ai commencé à aller sur Facebook et à voir un peu les groupes de spiritualité, etc. Où j'ai commencé à faire les ressentis photos, où j'ai commencé vraiment à travailler mes dons avec conscience, quoi. Où vraiment je me dis, c'était le moment, fallait que je travaille ça, donc j'ai commencé à bien m'intéresser à ça. De là, je comprends les flammes jumelles un petit peu plus, je comprends les âmes sœurs, etc. Enfin, je commence à percuter plein de choses qui m'aident maintenant pour guider justement tout le monde. La médiumnité, c'est vraiment mon don de naissance, qui englobe de voir l'invisible. Et après, au niveau des... J'ai la claire connaissance, je viens de le comprendre. Et ça, c'est un truc de fou, parce que sur n'importe quel sujet, je vais avoir l'intuition de savoir le truc sans avoir appris. J'ai plusieurs guides différents qui changent selon le moment de ma vie où j'ai besoin, en fait. Et la plupart du temps, je parle de choses... tu vois, je raconte les choses comme ça, je parle... banalement, j'ai envie de dire. Puis après, dans la séance, on se rend compte que tout ce que j'ai dit, c'est justement le sujet de la personne. Il y avait beaucoup à dire sur le nettoyage énergétique et tout ce que j'ai vécu, que je suis en train de fermer les portes, etc. Là. Qui dit nettoyage, qui dit évolution, du coup. Plus on nettoie, plus on se déneste, plus on évolue. À l'inverse. Et le nettoyage, du coup, il commence toujours comme un grand cercle, où il commence par les futilités et banalités par rapport à ce qu'on a vécu de négatif, du coup, qu'on revit en version positive, et au fur et à mesure qu'on nettoie, donc le cercle il se réduit, et on arrive de plus en plus à la quintessence. Et la quintessence, c'est vraiment le morceau le plus dur de sa vie. Et là, ce que je disais, toi, tu m'aides à nettoyer, à fermer une boucle, parce que le manque de reconnaissance que j'ai eu pendant une grosse partie de ma vie, là, tu me l'offres, j'ai envie de dire, sur un plateau. Pour moi, ça ferme une porte, tu vois. Mais ça ferme une sacrément belle porte, hein. Ma mère disait toujours qu'elle était une sorcière. Moi, je me suis pas vraiment considérée comme une sorcière jusqu'à il y a 3-4 ans, où j'ai fait le groupe justement. Et que je pensais pas que ça allait partir, parce qu'on est quand même à 180 000 membres. Donc sur les sorcières, parce que au fur et à mesure du temps, ça m'a appris, quoi. Et je me suis rendu compte que finalement, j'y étais beaucoup plus que je pensais. Moi, même ma mère, je la voyais. J'avais une tante aussi qui avait les cheveux, alors, le cliché, hein, les cheveux roux, les petits foulards dans la tête, les cartes, parce qu'elle était cartomancienne, donc le tapis, machin, les cartes, tout ça, et blablater. J'y ressemblais énormément, en fait, je me rends compte. Moi, j'avais déjà l'intention d'ouvrir une boutique, en fait. Et en passant devant la boutique, du coup, non. Comme le mur pour la maison, bah, je pouvais pas rentrer, j'étais sur le trottoir, pam, d'un coup, arrête-toi, pas le choix. Donc je m'arrête, hein. C'est comme un mur, hein. Y a rien, hein, c'est le trottoir, donc concrètement il y a rien, mais pour moi, c'est... Voilà. Donc... Et je tourne la tête parce que je sens l'attirance comme si quelqu'un me regardait à ma gauche, et puis ça a été celle-là. Boutique ésotérique. Au départ c'était que Valvoyance, et après j'ai rajouté ces mystères avec la grosse pensée pour ma mère, parce que je me suis dit, mais tellement évident. Donc du coup voilà, et ces mystères, c'était ouais, évident. Puis les mystères, bah, c'est tous les articles que je peux vendre, quoi. La voyance, c'est venu au fur et à mesure, en fait. Avec la ressenti photo que j'ai commencé à faire, je savais tout de suite instantanément si quelqu'un était mort, ce qu'il avait vécu, etc. Donc ça se mélangeait avec ma médiumnité, parce que donc je fais des contacts défunts, pour commencer par le plus banal, j'ai envie de dire. Médium, en fait, c'est être entre deux. Donc on peut... Après, j'ai envie de dire, il y a autant de médiums que d'écriture. On peut avoir les mêmes capacités, mais on a chacun notre manière de faire. Comme une écriture, on écrit les mêmes lettres, mais on a une écriture différente et c'est exactement la même chose. Bah moi, au début, donc la voyance, c'était pas... J'avais mes ressentis, etc., donc je m'auto-guidais quand même, mais voilà, comme ma mère, un peu comme ça, un peu la tête à l'ouest, en fait, comme on dit. Et puis bah, au fur et à mesure, j'ai commencé à me dire, tiens, en fait, tout ce que je dis, ça se passe et je concrétise les choses, du coup. Mais ça s'est développé parce qu'en même temps que moi, je travaillais sur moi, en fait. Plus je travaillais sur moi, plus je m'écoutais. En fait, la base, c'est de s'écouter. Il faut être tourné vers soi et vers les autres. Mais pas que vers les autres ou pas que vers soi. C'est l'équilibre entre soi et les autres. Et parce que plus on donne, plus on reçoit.
quand on est en équilibre. Donc, et tout ce qu'on reçoit des autres, ça nous aide justement à évoluer aussi. Donc c'est vraiment donnant-donnant. C'est vraiment dans le sens positif où ça te permet de t'équilibrer. Depuis le départ, moi comme j'ai connu le don libre avec ma mère, avec Mathilde, hein, du coup on donnait ce qu'on voulait. Du coup je travaille en don libre. Alors, il y en a plein qui me disent mais moi je comprends pas, tu peux pas travailler comme ça, faut tarifer, etc. Moi pour moi tarifer c'est mettre des barrières. Donc ça veut dire que je pourrais faire des séances à des gens qui sont plutôt riches et pas à d'autres qui sont pauvres, pour parler vraiment dans le sens... et que bah moi non, je veux pas sauver la veuve et l'orphelin comme on dit, mais je veux être accessible à tout le monde parce que je pars du principe qu'il y a peut-être des gens qui étaient comme moi à une époque et qui auraient peut-être eu besoin... moi je m'auto-guide depuis toujours parce que ça fait partie de mon parcours à moi, c'est pas tout le monde hein, clairement, mais moi, j'ai besoin justement de vivre les choses pour le comprendre pour moi, pour pouvoir le donner aux autres. Je reçois un couple à la boutique. Je commence mon tirage en fait. Je me sens partir. Je leur dis, il y a un homme qui est là, 50 ans à peu près. Il est là, de toute façon pour qu'il soit là, qu'il demande là instantanément comme ça, dès que je me suis ouverte en fait pour faire la voyance, homme, ils me disent bon, on connaît personne, je pense qu'il s'est suicidé parce que j'ai vraiment cette sensation d'avant. Sur le moment je sens, puis après au fur et à mesure j'affine, ils comprennent pas, ils voient pas. Et du coup en fait le défunt il me donne ses émotions, ses ressentis, ses souvenirs. Et dans les souvenirs, donc la mort en fait, je la sens physiquement, je la vis physiquement en fait. Je ressens la douleur dans la tête par exemple. Et pour l'arme, bah, comme une brûlure en fait sur le côté, tu vois, c'est vraiment une sensation de brûlure. Hein. Puis j'ai mal à la tête d'un coup. Et du coup, bon, j'explique tout ça et je leur dis, surtout à lui en particulier, je lui dis que c'est quelqu'un qu'il a certainement connu plus jeune qu'en fait, mais il a fait quelque chose qu'il regrettait. Et moi je sais pas de quoi je parle en fait, je dis tout ça comme ça, mais vraiment sorti de nulle part pour le coup, parce que je ne suis pas censée savoir ça. Parce qu'on a reparti quand même, il avait une 50aine d'années le monsieur, un peu plus, peut-être 60, je sais pas, grosso modo. Et du coup on a reparti quand même dans son enfance, et il avait à peu près 10-11 ans. Quand il y avait sa cousine qui s'est fait tuer par un petit garçon qui était là. Et parce qu'il y avait un pistolet qui était là. Grosso modo, ils étaient près d'une rivière. Et ils étaient en train de faire un pique-nique ou je sais pas quoi. Il y avait un pistolet, et le gosse, bah, il avait 4 ans, donc 4-5 ans, il a cru que c'était un pistolet de jouet. Et il a tiré sur la petite qui avait pareil, le même âge, donc elle a été tuée sur le coup, cette petite. Voilà, je lui dis, bah, c'est certainement lui, parce qu'il demande un pardon, enfin, il y a des défunts qu'on sent qui demandent un pardon, quoi. Du coup, on déduit que c'est lui qui a fini par se suicider, parce qu'il a vécu quand même avec ça, c'est quand même horrible, en fait, c'est un accident, hein, clairement. C'est pas lui qui est responsable, mais bon. Si ces gens-là viennent jusqu'à moi, pour qu'on en finisse à parler de ça, on a resté 2 heures en séance, hein. Le fait de tout expliquer et parler, l'émotion, parce que c'était fort, c'était un moment super fort à vivre. Et du coup, ce monsieur, il me demande si c'est possible que sa petite cousine de l'époque se réincarne dans la petite fille de sa femme par alliance. Moi, comme je canalise, je lui dis certainement. Il me dit parce qu'elle a le même regard. Ah, on a pleuré, hein. Tous les trois on a pleuré, ça m'arrive hein, souvent d'ailleurs. Mais là, ça reste une séance exceptionnelle pour moi parce que ça a répondu à la question du siècle, hein, pour dire, parce que la réincarnation, qu'on peut connaître une âme qui se réincarne dans notre propre vie terrestre. On peut connaître la même personne dans 2 corps différents. Aujourd'hui, j'ai trouvé mon équilibre. Je pense que ça, c'est... Même s'il n'est pas encore tout à fait... Voilà, mais faut pas être exigeante. Donc, je pense que c'est vraiment le mot le plus... Voilà. Tout ce que j'ai vécu, bah, du coup, comme je t'ai dit plusieurs fois, ça m'apporte d'aider les autres, ce qui est mon chemin de vie, clairement. Ça a été une révélation. Mais je me vois faire des voyances jusqu'à la fin, en fait. Hein. Je me vois pas arrêter. Ça va s'atténuer, mais je continuerai quand même jusqu'au bout à guider les gens d'une manière ou d'une autre de plus en plus
oracle, entre guillemets. Parce que je me rends compte que je parle d'une manière de plus en plus oracle, mais c'est pas du tout volontaire en fait. Je me rends compte après avoir dit des choses que des fois je parle, on me suit pas du tout. Mais moi je sens que la personne elle comprend. Parce que ça m'apporte aujourd'hui du bonheur en soi, parce que de plein de rencontres exceptionnelles, plus ou moins bonnes, des fois il y en a un petit peu qui justement c'est plus négative entre guillemets, m'apporte du travail sur moi à faire, à me dire tiens t'as peut-être pas travaillé ça, parce que c'est un miroir les gens, donc ce qui est négatif ça te ressort justement ce que tu dois travailler en toi. Parce que le travail en soi c'est infini. Et ce que ça m'apporte mon travail, parce que c'est un travail, au final c'est devenu et mon travail, et ma manière de vivre, et ma passion. C'est devenu aussi ma manière d'être en fait, parce que je suis complète, il n'y a pas d'entre-deux. Je suis comme tu me vois là en fait, je suis comme ça avec tout le monde, que ce soit mes clients, mes proches, les gens inconnus avec qui je parle dans la rue, j'attire ou je repousse des fois aussi. Mais je me dis, tout mon parcours, de tout ce que j'ai vécu, des traumatismes comme on disait, ma boutique qui est mon 3e bébé, clairement. Je pense que toi, c'est vraiment le départ du renouveau. Ouais. Avec cette interview-là, ça me ferme énormément de portes et ça va m'en ouvrir encore d'autres sacrément belles, je pense. Et puis là, pour finir vraiment le mot de la fin, j'ai envie de dire merci. Merci à toi, merci à toutes les âmes qui sont passées sur mon chemin, qui sont dans ma vie, comme ma fille, ma meilleure amie, ma maman de cœur. Et puis merci à ma maman et puis à ma sœur, je pense. C'est les essentiels aussi. C'est toujours le cœur qui prend le dessus de toute façon. Donc, toi, tu me donnes une reconnaissance qui me manquait, et puis moi, je suis dans la gratitude maintenant. Merci d'avoir écouté cet épisode de Voix d'ailleurs. Si ce récit vous a intrigué, ému ou fait frissonner, n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée et de laisser un avis. Cela nous aide à faire découvrir ces histoires uniques au plus grand nombre. Et si vous avez vécu une expérience inexpliquée, si vous souhaitez partager votre histoire, prenez contact avec nous. Votre témoignage pourrait bien être au cœur d'un prochain épisode. Restez curieux, restez ouverts à l'invisible et à très bientôt pour de nouvelles Voix d'ailleurs.